en fonction de l'environnement, je pense qu'on ne peut pas construire au Ferlo dans une zone sèche. On construit comme si on était en Casamance ou vice-versa. J'ai ma maison qui est au Ferlo. Je vais transplanter exactement mon architecture et mes matériaux en Casamance, où c'est humide, où c'est gonflant, etc. Donc le sol d'abord, les matériaux ensuite, et après, le constructeur. Parce que le constructeur, il doit être habilité, qualifié pour savoir connaître le sol, connaître le type de matériaux qu'il faut mettre et connaître les procédés et autres. Donc, mais le SEREC, il est sollicité, mais malheureusement, il est mal connu. Et je prends l'exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent pas que le SEREC existe là, il est là depuis 1949. Donc aujourd'hui, tous ceux qui veulent construire peuvent venir prendre les renseignements, ils doivent chez vous. On a une base de données énorme sur l'ensemble du Sénégal et même sur l'ensemble de l'Afrique parce que le SEREC constitue jusqu'au Tchad. Mais surtout qu'aujourd'hui, le SEREC est en train d'être érigé en laboratoire national pour superviser au nom de l'État aussi bien les constructions immobilières que les constructions routières pour voir sur quel type de sol il faut construire, avec quel matériau et par quel procédé. Mais aujourd'hui, la construction, le contrôle sans accréditation, est-ce qu'il est possible? Où est-ce que vous en êtes par rapport au processus d'accréditation? J'allais dire, le SEREC, laboratoire national, érigé en laboratoire national, va être accrédité. Donc il y a eu toute une formation pour nos ingénieurs, pour le matériel qu'on a et pour les procédures qu'on va exister, pour être accrédité de façon à maintenant contrôler et homologuer les autres laboratoires pour qu'il y ait un peu d'ordre dans tout ça sous le contrôle de l'Association nationale de normalisation. Une harmonisation. Monsieur Niokho Baïdjou, vous représentez en quelque sorte l'État du Sénégal parce que vous êtes le chef de la division de la gestion de la réglementation de la construction. Par rapport à ces problèmes de sécurité, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on aille carrément vers une certification obligatoire des matériaux de construction par l'ASN, étant donné que c'est elle aujourd'hui qui gère la marque nationale de certification de conformité dans notre pays? Merci. En fait, la certification quand même serait une bonne chose. Mais ce qu'il faut dire, c'est que pour certains types de matériaux, ce n'est pas la certification qui est appropriée. Parce que la certification, c'est une action volontaire. Mais pour des matériaux tels que le fer à béton, comme on vient de le dire, il faut une réglementation sous forme d'arrêté ou bien de décret pour pousser les gens à respecter la réglementation. Donc une certification, c'est une bonne chose, mais pour certains types de matériaux, en plus d'une certification, il faudrait réglementer, tel que le fer à béton qui crée beaucoup de problèmes, parce qu'il y a beaucoup d'effondrements qui surgissent dans les bâtiments. Et le constat qui est fait, c'est que des fois, les matériaux ne sont pas aux normes. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'État fait? Une question subsidiaire, qu'est-ce que l'État fait par rapport à cette situation aujourd'hui? Bon, l'État n'a pas attendu qu'il y ait tous ces sinistres-là avant de prendre les actions idoines. Premièrement, tout doit se baser sur une réglementation. Et donc, en 2009, l'État a promulgué la loi portant Code de la construction. Et en 2010, son décret d'application. Le Code de la construction, par analogie, je peux dire que c'est comme le Code de la route dans le domaine du transport. Toutes les règles à observer, toutes les règles à éviter. Donc, celui qui veut construire, il doit connaître le Code de la construction. Je veux dire, peut-être pas en détail, mais les dispositions qui sont prévues dans le Code. Parce que si quelqu'un veut conduire, il doit avoir un permis de construire. Un permis de conduire. Maintenant, celui qui veut construire également, il doit avoir une autorisation, de construire. Et également, il faut savoir que chacun n'est pas, il n'est pas donné à tout le monde d'être constructeur. De la même manière, il n'est pas donné à tout le monde de conduire des véhicules. Donc actuellement, chacun construit à sa façon. Est-ce qu'il a appris? Est-ce qu'il n'a pas appris la construction? On n'en sait rien. Vous voyez des gens qui vous disent qu'ils sont des architectes, des ingénieurs, alors qu'ils n'ont pas fait des bancs d'école. Donc selon vous, la réglementation est la meilleure voie pour sécuriser aujourd'hui c'est la réglementation. Maintenant, une chose est de faire une réglementation, mais le faire appliquer par des personnes, ça en est une autre. C'est la raison pour laquelle l'État a mis en place une structure appelée Inspection Générale des Bâtiments. Et c'est une inspection qui peut être, par analogie, appelée la police de la construction. Parce que la loi les permet
d'intervenir dans un chantier privé comme public. Ils peuvent venir vous demander les documents que vous devez fournir avant de faire un travail de terrain. Vous savez comment dirais-je, une construction, ça ne sort pas du sol ex nihilo. Ex nihilo. Tout d'abord, on doit faire une étude de sol. Je parle sous le contrôle du professeur Lo. Une fois qu'on a fait une étude de sol, c'est d'abord l'architecte qui conçoit le plan en fonction des spécificités du terrain. Après, c'est l'ingénieur géotechnicien qui fait l'étude de sol. Et sur la base du rapport de sol, il donne des indications sur le type de fondation qu'il faut faire. Mais cela ne suffit pas. Il faut voir un ingénieur de structure qui va dimensionner les dimensions des fondations, les poteaux, parce qu'un bâtiment a une structure porteuse. C'est comme un homme. Si vous avez un homme qui fait 100 kg ici, comment dirais-je, le bas est déséquilibré, donc automatiquement c'est déséquilibré. Si vous voyez un homme qui fait 2 mètres, il ne peut pas porter du 30, il porte du 60 ou bien 70, etc. C'est la même chose. Donc l'ingénieur, lui, sur la base du plan qui a été fait par l'architecte, il dimensionne les éléments porteurs. Les éléments porteurs dans une structure, c'est la fondation, les poteaux, les poutres et les dalles. Voilà. Maintenant, il y a le bureau de contrôle, parce qu'on ne peut pas être juge et partie. C'est l'ingénieur qui fait les études. Maintenant, le bureau de contrôle, il contrôle est-ce que les calculs, les résultats vers lesquels les calculs ont été menés ont été bien faits. Voilà. Maintenant, et également sur le chantier, c'est ce qui se passe. Voilà, donc l'inspection générale des bâtiments, j'en reviens, c'est l'inspection qui a été créée par l'État pour faire contrôler les qui. Et maintenant, s'il y a un récidiviste, il peut y avoir des sanctions pécuniaires, même des sanctions pénales, on peut vous emprisonner. Donc les populations doivent vraiment être au fait du code de la construction. Voilà, justement, on interpelle le représentant aujourd'hui de ce qu'on appelle le représentant des populations, Momar Ndao de l'ASCOSEN. Par rapport à cette situation, l'État a mis en place une ligne de conduite par rapport à la construction. L'ASN, le CEREC et ainsi que les bureaux de contrôle et d'architectes sont en train de travailler par rapport à cela. Mais selon vous, quelle est la meilleure voie par rapport à la sensibilisation? Quel est le plaidoyer que les consommateurs doivent recevoir et porter par rapport à cette situation-là? Mais je pense que l'État doit utiliser une stratégie pull. Ça veut dire que l'État doit commencer par expliquer de quoi il s'agit, quel est l'intérêt, etc. Sensibiliser les populations pour leur faire comprendre que quand vous investissez sur un bâtiment, c'est beaucoup d'argent. S'il s'effondre, vous perdez votre argent, vous perdez la vie peut-être, ou celle de votre famille. Donc ça, c'est la sensibilisation. Mais dans le sens de l'invite pour le respect donc, des normes, l'État doit lui-même commencer par respecter les normes et par imposer à ceux qui sont les plus grands constructeurs, c'est-à-dire les promoteurs, de respecter les normes. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile de commencer par les grands que par les petits. Je donne un exemple, il y a des agences de promotion immobilière qui ont construit dans des zones où, après, ils ont eu des difficultés à l'entrée de Dakar, entre Dakar et Rufisque, parce que le travail n'a pas été fait de manière correcte. J'ai vu à l'hôpital de Diamniadio, quand les Chinois ont construit, ils ont construit sur une terre assez spécifique. Vous savez, toute la zone de Diamniadio où on est en train de pousser Dakar, c'est une zone où les sols sont spécifiques. Ouais. Et donc, on ne peut pas construire n'importe comment. Les Chinois ont construit en respectant les normes. Ils ont voulu faire une extension, je pense, qui a été faite par l'administration. Mais les fissures ont des épaisseurs de 5 cm. Ça veut dire que les fissures qui sont résultantes de cette façon, vous pouvez mettre votre main dedans. Parce que, en construisant, ceux qui avaient gagné le marché n'ont pas respecté la réglementation. Et c'est l'administration qui a laissé faire. Donc je pense que si on commence comme ça, on impose aux promoteurs immobiliers de respecter la réglementation, l'inspection générale des bâtiments inspecte systématiquement toutes les constructions qui sont à R+4, systématiquement. Parce que de plus en plus, il y en a.
que l'on sensibilise les consommateurs, que l'assistance architecturale. Parce qu'aujourd'hui, il y a un fonds qui est dégagé chaque année pour que ceux qui doivent construire en ayant un architecte et qui n'ont pas les moyens donc, de les payer, puissent le faire avec l'assistance de l'architecte. Avec ce fonds-là. Mais ce fonds, il est voté, mais il n'est pas utilisé. Donc, par conséquent, si on veut construire, il y a une réglementation qui dit que si le bâtiment a une telle dimension, vous devez prendre un architecte. Il y a beaucoup de privés qui vont voir des tâcherons, qui leur disent... Je vais vous donner juste cette mesure et qui voilà, je vais vous juste donner un exemple, vous allez comprendre. Quand je faisais ma maison, donc je suis venu, j'ai discuté avec les ouvriers et je leur ai dit pourquoi il y a des ourdis de 16, 18, 20, etc. Ils me disent non, tous les ourdis là, c'est la même chose. C'est que si vous voulez qu'il y ait un peu plus de vent, vous prenez un ourdi de vent. Ça veut dire donc, que ces gens-là n'ont rien compris et malheureusement on leur confie notre destin. Exactement. Par rapport à la construction. Et donc, ils voient une maison qui a été construite avec des ourdis, c'est pas les mêmes portées, c'est pas les mêmes dimensions. Donc, ils comprennent pas le pourquoi du comment. Et donc, par analogie, ils essaient de construire et c'est ça qui fait qu'on a beaucoup de difficultés. Donc, je pense qu'il est extrêmement important que ceux qui sont dans le métier puissent faire de la formation continue, que l'on puisse les sensibiliser, à côté, bien sûr, des normes qui seront fixées. Il y a des normes qui sont fixées, mais vous voyez que nous avons quelques difficultés sur le respect de ces normes, par exemple, notamment sur le fer à béton, etc. Vous savez, le fer, si vous regardez une barre de fer à béton, il y a des nervures, ça permet d'augmenter la résistance, donc voilà, de renforcer quand il y a étirement sur le béton, etc. Mais tout ça, il faut que ça soit respecté. Mais pour que ça soit respecté, il faut qu'il y ait des gens qui informent sur leur existence, qui informent sur les conséquences, parce que beaucoup de gens aujourd'hui, s'ils savaient que ce n'est pas cher de prendre un architecte, parce que prendre un architecte, c'est par rapport au coût du bâtiment. Ce n'est pas des milliards qu'on va payer, mais c'est par rapport au coût du bâtiment. Si par rapport au coût du bâtiment, vous allez prendre un risque de ne pas prendre quelqu'un qui va vous aider de sorte que votre investissement soit préservé, votre sécurité soit préservée, à ce moment-là, vous allez vous mettre dans une situation compliquée. Donc moi, je pense que pour tous les efforts qui sont faits en matière de réglementation, en matière d'organisation juridique, c'est au service, au bénéfice des usagers. Et c'est la raison pour laquelle les efforts qui sont faits dans le sens de la communication sont extrêmement importants et que c'est la raison pour laquelle aussi nous avons décidé d'accompagner donc cette recherche donc de la qualité des bâtiments, de la qualité de la construction, mais en plus de leur sécurité. Et le professeur disait tout à l'heure la possibilité de construire des bâtiments avec des matériaux locaux qui existent, qui vont être moins chers et de bonne qualité. Et je pense que nous allons travailler avec son centre pour que l'on puisse vulgariser davantage ces matériaux et méthodes de construction. Voilà, on est presque à la fin de cette émission. Juste peut-être une dernière question au directeur général de l'Association sénégalaise de normalisation. On a beaucoup parlé de normes sénégalaises. Aujourd'hui, par rapport à l'élaboration et à la diffusion de ces normes-là, comment est-ce que on peut s'attendre à ce que l'ASN, comment est-ce que l'ASN peut être appuyé, accompagné par rapport à cette diffusion-là pour que les gens puissent mieux comprendre cette situation actuelle et pouvoir y apporter des solutions? Oui, merci. Donc, par rapport à cela, je pense qu'au niveau même des acteurs de la filière de la construction, il faut qu'ils commencent à financer maintenant les travaux de normalisation. Parce que ça a un coût, de sortie des normes. Il y a des comités à mobiliser, il y a des normes de référence à utiliser. On est membre de l'ISO, on paye une cotisation de 16 millions. Donc, il faut que les acteurs de la filière financent les travaux de normalisation, en plus de ce que l'État nous donne comme subvention. Monsieur Nia est vice-président. Vous êtes interpellé, les messieurs d'Erneville et autres. Ils nous posent toujours ces problèmes de financement de la normalisation, mais pour le moment, la normalisation n'est pas bien financée. Au niveau de la France, à l'AFNOR, l'Association française de normalisation, même pour participer aux réunions des comités techniques de normalisation, il faut payer la participation. Ici,
les gens vous demandent de leur rembourser le même transport pour venir en réunion d'un comité de normalisation. Vous voyez, le plaidoyer est entendu. Donc, le plaidoyer est entendu. Monsieur Niang, vous êtes interpellé. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Diouf, Monsieur Derneville, ainsi que Monsieur Lo et Momar Ndao. Cette invitation de l'Association sénégalaise de normalisation. Pour cette émission, nous avions l'immense plaisir également de recevoir sur ce plateau nos amis de l'AMANORM, l'agence malienne de normalisation et de promotion de la qualité. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accompagnés et bon retour chez vous également. Mesdames et messieurs, merci également à vous de nous avoir accueillis chez vous. Très bonne soirée et bonne suite de programme sur votre télévision nationale.